Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. París, Iber 2020. La ville lumière était recouverte d'un voile blanc. Une neige silencieuse tombait lentement sur les toits haussmanniens, adoucissant les angles d'un monde trop dur. Dans une maison suspendue sur les hauteurs de Montmartre, un édifice moderne fait de verre et d'acier dominait les rues anciennes comme un navire figé dans le temps. À l'intérieur, dans une pièce spacieuse aux lignes épurées, une fillette se tenait debout, immobile, le front posé contre une large baille vitrée. Elina Delcourt, 6 ans, observait la neige tomber avec une intensité douloureuse, comme si elle espérait que chaque flocon efface un fragment de sa mémoire. Elle ne parlait plus. Depuis 5 ans. Pas un mot. Pas un cri. Pas même un rire. Juste le silence. Un silence si dense qu'il en devenait un mur entre elle et le reste du monde. Son mutisme n'était pas seulement médical, il était un cri muet, un refus du monde après avoir vu sa mère mourir dans un incendie qu'elle n'avait jamais pu oublier. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé à l'intérieur d'elle. Comme si sa voix était partie avec celle qui l'appelait tendrement « ma petite étoile ». Dans cette maison pourtant pleine de luxe, Elina vivait comme une ombre. Son père, Alexandre Delcourt, était l'un des hommes les plus redoutés du continent. PDG de Meditech Global, une multinationale spécialisée dans les implants neurologiques, il était adulé par les marchés, craint par ses concurrents et obsédé par l'idée de contrôler la douleur humaine. Une ironie, car il ne contrôlait même pas la sienne. Il vivait avec un vide constant au creux de la poitrine. Depuis l'accident, il avait tenté de tout compenser, par des dons à des hôpitaux, des essais cliniques révolutionnaires, des centres pour enfants traumatisés, mais rien n'avait changé. Elina restait muette. Et pire, elle semblait absente même quand elle était présente. Comme une poupée vivante dont l'âme s'était réfugiée ailleurs. Les plus grands experts du monde s'étaient penchés sur son cas. Neurochirurgien, psychanalyste, prêtre, chaman. Rien. La fillette restait enfermée dans un univers dont personne n'avait la clé. Puis un jour, une nouvelle nounou arriva. Une femme appelée Naya, au regard insondable, aux gestes mesurés, et à la voix douce comme une prière oubliée. Elle venait d'être engagée sur un coup d'intuition, après que les anciennes assistantes avaient toutes démissionné, incapables de supporter le silence pesant d'Elina. Le jour de leur rencontre, Elina l'observa longuement. Puis, pour la première fois en 5 ans, elle tendit la main et effleura les doigts de la femme. Alexandre, qui assistait à la scène depuis l'encadrement de la porte, sentit son souffle se couper. Quelques jours plus tard, un événement improbable survint. Elina montra Naya du doigt, le regard clair, déterminé. Puis, d'une voix frêle, mais certaine, elle articula. « C'est maman. » Alexandre sentit ses jambes se dérober. Sonko eures en baya. Un mélange d'effroi, de déni, et d'un espoir qu'il n'osait plus entretenir depuis des années. Il se tourna vers Naya, qui blêmit, les yeux écarquillés. Comme si ces mots avaient déchiré un voile invisible. Elle porta la main à sa tempe. Une cicatrice fine, mais marquée, ornait son crâne, dissimulé sous ses cheveux noirs. Elle la caressa du bout des doigts. Et tout à coup, comme une digue qui cède sous la pression d'un fleuve ancien, les souvenirs revinrent. Brutalement. En fragments. En cris. Le choc. Le feu. Les hurlements d'Elina. Et cette impulsion, plus forte que la douleur, de sauver sa fille. Puis le noir. Ils partirent ensemble consulter un neurologue réputé. Le scanner cérébral montra des traces anciennes de traumatisme. L'hémorragie, l'amnésie, le syndrome de stress post-traumatique. Naya, ou plutôt Célène, avait bien survécu à l'accident. Elle avait été retrouvée inconsciente et sans papier, des semaines plus tard, dans une zone frontalière du Mali, par un médecin humanitaire français. Dans son état, elle n'avait ni nom ni repère. Seuls restaient quelques gestes, quelques sensations, et ce sentiment inexplicable d'être mère. Elle avait passé des années dans un centre de soins religieux à Kehl, puis, lorsqu'un article international évoquant Meditech et la petite Elina lui était tombé sous les yeux, quelque chose en elle s'était réactivé. Elle avait su. Sans comprendre. Mais elle avait su. Lorsque la vérité fut confirmée par l'équipe médicale, Alexandre tomba à genoux au milieu du cabinet. Il posa ses mains au sol, incapable de retenir ses larmes. Tu étais là. Tu étais vivante.
Et moi, je t'ai cru morte, pendant que je détruisais tout. Sélène s'approcha lentement. Ses yeux brillaient de larmes silencieuses. Tu ne m'as pas seulement perdu, Alexandre. Tu m'as trahi avant de me perdre. Tu m'as fait croire que mes convictions étaient une menace. Tu m'as abandonné parce que je ne correspondais plus à ton monde de chiffres. Il hocha la tête, incapable de répondre. Je t'ai pleuré. Et dans ma douleur, j'ai fermé les yeux sur celle de notre fille. J'ai voulu la réparer comme une machine. Mais c'est toi qui détenais sa clé. Puis, d'une voix étranglée. Je ne te demande pas de me rendre ton amour. Mais rends-moi ma fille. Donne-lui une mère. Sélène choisit de revenir, mais non pour reprendre sa place d'épouse dans ce manoir de verre et d'acier. Elle n'avait pas oublié ce qu'elle avait traversé, la trahison du silence, la perte d'elle-même, et la longue reconstruction d'une identité brisée. Elle ne voulait pas d'une relation fondée sur la culpabilité ou le devoir. Elle voulait d'abord retrouver Elina, reconstruire ce lien fragile qui les unissait, ce fil ténu qu'elle avait perdu un soir d'accident, dans les flammes. Alexandre, dans un état de grâce timide, accepta. Il comprit que son désir de réparer ce qui avait été brisé passait par le respect du rythme de Sélène. Pendant des mois, il observa de loin ce miracle silencieux, la transformation d'une mère retrouvée et d'une fille qui, peu à peu, s'épanouissait dans l'amour retrouvé. Les premières semaines furent marquées par une lente acclimatation. Elina, d'abord distante, observait sa mère avec une curiosité timide. La fillette, qui n'avait plus vu de figure maternelle depuis l'accident, avait du mal à croire à l'invincible lien qui l'unissait à cette femme mystérieuse. Mais petit à petit, Sélène réussit à la réconforter, à renouer les fils de leur histoire, à l'aider à se réapproprier le monde du toucher, du jeu, des paroles oubliées. Alexandre, de son côté, se métamorphosa. Les semaines passaient, et le PDG implacable qu'il avait été s'effaçait peu à peu derrière un homme plus humble. Il s'éloigna des projets douteux qui l'avaient conduit à se perdre dans l'arrogance du pouvoir. Ce n'était pas une décision soudaine, mais un processus lent. Il vendit une part de son entreprise à une fondation humanitaire qu'il créa en hommage à Sélène, axée sur la recherche en neurosciences et la réhabilitation des enfants en détresse. Il cédait à cette pression intérieure, celle qui l'incitait à réparer ce qu'il avait brisé dans son ambition dévorante. Mais ce changement ne se limitait pas aux affaires. Alexandre se tourna vers l'art, vers la peinture, la passion commune qu'il avait partagée avec Sélène avant l'accident. Les toiles qu'il créait dans son atelier étaient désormais empreintes de lumière et de calme. Il peignait des paysages d'une beauté apaisante, des scènes paisibles où des enfants jouaient sous des cieux bleu clair, où des fleurs s'épanouissaient dans des champs sans fin. Les soirées dans leur maison étaient souvent emplies de discussions douces, de rires partagés et de moments de silence. Elina retrouvait peu à peu sa voix. Pas seulement dans les mots qu'elle prononçait, mais dans les gestes, les chants, les dessins colorés qu'elle offrait à ses parents. La petite fille qui avait disparu derrière ses peurs réapparaissait lentement, et chaque progrès devenait une victoire dans un combat intérieur contre le silence qui l'avait jadis englouti. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait doucement derrière les collines, ils dînèrent tous les trois sous un grand arbre dans le jardin. La brise légère soufflait, faisant onduler les feuilles et dansant dans les cheveux d'Elina. La table était garnie de mets simples mais délicieux, de pain frais et de fruits sucrés. La scène était empreinte de cette sérénité douce qui s'était installée dans leur vie. C'était un dîner comme un autre, où l'on se sentait chez soi, en paix. Pourtant, alors que la lumière dorée s'attardait encore sur la table, Elina, les yeux brillants de curiosité, posa une question innocente, mais lourde de sens. Pourquoi papa et maman dorment dans des chambres différentes? Cette question, simple mais profonde, déstabilisa d'abord Alexandre. Il rougit, surpris. Il ne s'était jamais vraiment demandé pourquoi il vivait dans cette étrange cohabitation, cette proximité sans véritable proximité. Il se tourna vers Sélène, cherchant des réponses dans son regard. Elle le regarda silencieusement, un sourire léger aux lèvres. Sélène rit doucement, une mélodie douce amère, un rire qui portait des années de non-dit, de souffrance et de retrouvailles. Elle regarda Elina, puis se tourna vers son mari. Ses yeux s'adoucirent, mais un éclat sincère traversa son regard. Elle posa sa main sur celle d'Alexandre. Puis, dans un souffle presque imperceptible, mais porteur de tout le poids du temps, elle répondit, les yeux fixés sur lui. « Parce que, mon amour, nous n'avons jamais dormi dans la même chambre, pas vraiment. Nous avons toujours été deux âmes séparées,
chacune à sa place dans un monde que nous nous étions construits l'un pour l'autre, mais jamais l'un pour soi. Alexandre la regarda, les yeux emplis de regret et de reconnaissance. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait que, parfois, le plus grand obstacle à l'amour était l'orgueil, la peur de s'abandonner à l'autre. Mais ce soir-là, il n'avait plus peur. Il se leva, se pencha lentement vers elle, et, dans une posture humble et sincère, il lui dit « Célène, pas la femme parfaite, mais la vraie. Celle qui m'a sauvée 2 fois. Veux-tu m'épouser, cette fois, librement ?» Un silence tomba entre eux, lourd de tant de souvenirs. Mais, peu à peu, Célène sourit, ses yeux scintillant d'une douceur retrouvée. Elle prit la main d'Elina, qui les regardait, et répondit « Oui. Mais cette fois, ce n'est pas un mariage d'image. C'est un mariage d'âme. » 1 an plus tard, le mariage de Célène et Alexandre Delcourt se déroula dans un petit jardin discret, caché derrière des haies vertes et des fleurs sauvages. Seuls des amis proches, des enfants et des anciens patients de la fondation étaient présents. La cérémonie était simple, mais d'une beauté rare, empreinte de vérité et de profondeur. Elina, désormais une petite fille rayonnante et pleine de vie, monta sur scène pour lire un poème qu'elle avait elle-même écrit, son cœur débordant d'émotions qu'elle avait longtemps gardées pour elle. Elle n'était pas morte. Elle était juste partie chercher la part d'elle-même qu'on lui avait volée. Et en revenant, elle a guéri ce que même le temps ne pouvait soigner, le silence. Les mots de la petite fille résonnèrent dans l'air comme une prière silencieuse. Un dernier écho du passé, un cri silencieux de renaissance et de guérison. Naya préparait également des plats simples mais nourrissants, des recettes qu'elle apportait de sa terre d'origine, comme pour tisser un lien entre leur passé et leur présent. Elle tressait les cheveux d'Elina avec une douceur infinie, parlant à la fillette même lorsqu'elle ne répondait pas. Et pourtant, Elina écoutait. Elle écoutait chaque mot, chaque parole murmurée dans l'intimité de leur espace partagé. Au fur et à mesure des jours, Elina se transforma. Elle rit sans bruit, un rire qui ne venait pas de la voix mais des yeux, des gestes, des petites victoires silencieuses qu'elle remportait dans son monde intérieur. Elle commença à dessiner à nouveau, à explorer le monde de la couleur et de l'imaginaire avec un enthousiasme qu'elle n'avait pas connu depuis l'accident. Ses dessins étaient emplis de lumière, de formes et de figures humaines, des personnages qui semblaient sortir de l'ombre de son mutisme. Mais ce fut lors d'une soirée particulière, quand Naya, comme à son habitude, racontait à Elina une berceuse de son enfance, que quelque chose d'inattendu se produisit. Elina ouvrit la bouche et d'une voix douce, mais claire, dit un mot qui fit s'arrêter le temps. « Maman !» Le monde sembla se suspendre à ce seul mot. Naya s'immobilisa instantanément, un frisson parcourut son dos. Le nom qu'Elina avait prononcé n'était pas un simple mot. C'était un appel, un lien, une résonance émotionnelle que ni elle ni Naya ne pouvaient expliquer pleinement. Alexandre, qui avait écouté en silence depuis le seuil de la porte, laissa tomber son verre. Le bruit du verre brisé résonna comme un gong dans la pièce. Il s'avança précipitamment, son cœur battant la chamade. Il regarda Elina, qui le fixait avec des yeux pleins de confusion et de reconnaissance. La tension dans l'air était palpable. Alexandre s'approcha doucement de la petite fille, et tremblant, lui demanda « Que as-tu dit ?» Le son de sa voix trahit toute l'angoisse et la peur qui l'envahissait. La petite fille le regarda, ses yeux à la fois perplexes et rassurants. Mais Naya, sans un mot, baissa les yeux. Son silence en disait long, comme si elle avait elle-même compris quelque chose d'essentiel, quelque chose qui échappait encore à Alexandre. Le poids du passé, de ce qui avait été perdu, était peut-être en train de se révéler, sous la forme d'un simple mot, d'un murmure porté par le vent. Leur vie était désormais réécrite. Ensemble, ils formaient une famille unie par les cicatrices du passé, mais aussi par l'espoir d'un avenir où chaque silence serait rempli d'amour. 5 ans s'étaient écoulés depuis que la famille Delcourt avait retrouvé son équilibre. Elina, désormais une jeune fille pleine de vie, continuait de briller sous l'amour et l'attention que lui portaient ses parents. Célène et Alexandre, tous deux guéris de leurs blessures passées, avaient bâti une vie autour de ce lien indestructible qui unissait leur famille. Mais il manquait toujours quelque chose, la présence d'une nouvelle nourrice, une personne capable de partager cette responsabilité de s'occuper de la petite Elina, surtout pendant les absences des parents pour leurs engagements professionnels. C'est ainsi qu'un jour, Alexandre engagea Naya, une nourrice venue d'Afrique de l'Ouest, une femme discrète, élégante, et possédant une douceur infinie dans la voix. Elle ne semblait pas correspondre aux critères typiques d'une nourrice,
avec ses manières posées et son regard toujours un peu mélancolique, comme si elle portait en elle un passé qu'elle n'était pas prête à dévoiler. Alexandre fut immédiatement intrigué par la tranquillité et la paix qui se dégageaient d'elle. Naya, avec ses cheveux noirs et ses yeux sombres, parlait peu de son passé. Elle expliqua simplement qu'elle venait du Sénégal, qu'elle avait travaillé comme assistante de vie dans plusieurs pays avant de poser ses valises à Paris. Elle parla de ses expériences au service de famille, mais l'histoire qu'elle évitait toujours de raconter était celle de ses années passées dans un monastère médicalisé au Sénégal. C'était là qu'elle avait été soignée pour des pertes de mémoire sévères à la suite d'un traumatisme qu'elle ne détaillait jamais. Elle s'était reconstruite lentement, mais toujours dans l'ombre de ce qu'elle avait oublié. Lors de son entretien avec Alexandre, Naya s'installa devant lui avec une attitude humble, son regard calme et empli de mélancolie. Elina, toujours curieuse mais parfois nerveuse, observait la scène en cachette, derrière une porte entr'ouverte. La fillette était habituée à observer les nouvelles personnes dans sa vie avant de se rapprocher d'elle. Elle avait pris l'habitude de se protéger, de fuir. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Naya tourna lentement la tête et croisa le regard d'Elina. Un sourire tendre s'afficha sur son visage, un sourire qui semblait connaître un secret enfoui dans son cœur. Elina, d'ordinaire fuyante, sentit un étrange sentiment de confiance l'envahir. Elle hésita un instant, puis, d'un geste timide, s'avança vers la nourrice. C'était comme si une force invisible l'attirait vers elle. Elle tendit sa main et la posa doucement sur celle de Naya. Alexandre, qui n'avait pas vu cette scène, tourna la tête au moment exact où la petite fille touchait la main de Naya. Il observa le geste, stupéfait. Elina n'avait jamais agi ainsi. Elle avait toujours été distante, sur la défensive, même avec des membres proches de la famille. Il s'approcha lentement, murmura pour lui-même. « Elle ne fait jamais ça. » Naya, presque comme si elle avait attendu ce moment, répondit d'une voix basse, douce et pleine d'émotion. « C'est peut-être qu'elle m'a reconnue. » Les mots étaient à peine audibles, mais dans leur fragilité, ils résonnèrent comme un écho du passé, un passé que ni Naya ni Elina ne semblaient pouvoir comprendre encore. Alexandre, pris d'un doute, ne savait que penser. La rencontre semblait étrange, inexplicable, mais il n'osa pas interroger davantage. Quelque chose dans l'air, dans le geste de sa fille, lui disait que cette femme n'était pas comme les autres. Les jours passèrent. Naya, fidèle à son caractère calme et attentionné, poursuivit ses tâches de nourrice avec un naturel déconcertant. Elle chantait des chansons africaines à Elina, des berceuses et des mélodies anciennes qui, comme par magie, semblaient apaiser la fillette. Ces chansons, imprégnées de souvenirs d'enfance lointains, avaient un pouvoir secret sur Elina. Peu à peu, la petite fille se détendait, et un changement subtil s'opérait en elle.